il y a 440 kg d'uranium enrichi à 60% quelque part en Iran. Personne ne sait exactement où ils sont, ni les Américains, ni l'AIEA, peut-être même pas les Iraniens eux-mêmes. Et c'est précisément ça, cette masse d'uranium introuvable, qui bloque aujourd'hui la fin de la guerre. Nous sommes le 25 mai 2026. Un cessez-le-feu fragile tient depuis le 21 avril. Des négociateurs iraniens sont à Doha, au Qatar, en ce moment même. L'accord de paix semble proche. Trop proche pour que ce soit simple. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré ce lundi depuis New Delhi « Nous avons quelque chose de solide sur la table ». Mais quelques heures plus tard, Trump a posté sur Truth Social qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Chaud et froid. En 12 heures. Pourquoi ? Qu'est-ce qui coince vraiment ? La réponse n'est pas dans le détroit d'Ormuz. Elle n'est pas dans les sanctions. Elle est dans un programme nucléaire que 2 décennies de diplomatie n'ont jamais réussi à démanteler. On va tout vous expliquer. Chronologiquement, avec les chiffres, vous êtes là et on vous doit quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça fait plusieurs semaines que cette chaîne est silencieuse. Plusieurs semaines sans vidéo, sans mise à jour, sans signe de vie. Ce n'est pas un abandon, c'est une méthode. Ce dossier, le nucléaire iranien, est peut-être le sujet le plus complexe, le plus technique et le plus instrumentalisé de toute la géopolitique contemporaine. Chaque déclaration est une manœuvre. Chaque chiffre est contesté. Chaque source a un agenda. Quand une information sort le matin, elle est démentie l'après-midi. Quand un accord semble imminent, une déclaration le torpille 2 heures plus tard. Washington avance. Téhéran recule. L'AIEA publie des rapports partiels. Et les médias, pour la plupart, publient avant de comprendre. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. Alors on a attendu. On a lu. On a recoupé. On a attendu encore. Et aujourd'hui, on a quelque chose à vous donner qui tient la route. En juin 2025, l'armée américaine a lâché ses bombes les plus puissantes sur les sites nucléaires iraniens. Les médias ont parlé de destruction massive. Mais voilà ce qu'on ne vous a pas dit. Le 13 juin 2025, Israël déclenche des frappes sur les installations nucléaires iraniennes. Quelques jours plus tard, les États-Unis joignent leurs forces avec des bombes anti-bunker GBU-57, surnommées Massive Ordnance Penetrators. Ces bombes pèsent 13 tonnes. Elles peuvent traverser 60 mètres de béton armé. Le bilan officiel américano-israélien était rassurant. Natanz, Fordow, Isfahan, frappés. Programme reculé de plusieurs années. Sauf que Natanz, le site principal d'enrichissement, a été endommagé à 75%. Pas détruit, 75%. Fordow, le site enfoui sous une montagne, n'a subi que 30% de dommages. Son cœur opérationnel est probablement intact. Et surtout, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'a plus accès au site depuis juin 2025. Ce qui signifie que personne, ni Washington, ni l'ONU, ne peut confirmer indépendamment l'étendue réelle des dégâts. Fait contre-intuitif, l'opération militaire la plus coûteuse des États-Unis depuis l'Irak n'a peut-être pas anéanti le programme nucléaire iranien. Elle l'a peut-être simplement dispersé. Et c'est là qu'arrivent ces fameux 440 kg. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi ils font peur à tout le monde? Pour faire une bombe nucléaire, il faut de l'uranium enrichi à 90%. L'Iran, lui, est à 60%. La distance entre ces deux chiffres est plus courte que vous ne le pensez. Comprendre le nucléaire, ça commence par comprendre l'enrichissement. L'uranium naturel contient moins de 1% d'uranium fissile. Pour un réacteur civil, on l'enrichit à 3 ou 5%. Pour un usage médical, à 20%. Pour une bombe, il faut atteindre 90%. En 2015, l'accord nucléaire, le fameux JCPOA, limitait l'Iran à 3,67%. En 2018, Trump sort de l'accord. L'Iran commence à escalader. In 2021, 20%. En avril 2021, 60% à Natanz. En novembre 2022, 60% à Fordow, le bunker sous la montagne. Au moment des frappes israélo-américaines de juin 2025, la IEA avait confirmé 440,9 kg d'uranium enrichi à 60%. Voilà le chiffre clé. 440 kg à 60%, c'est techniquement suffisant, si on le pousse jusqu'à 90%, pour fabriquer l'équivalent de 10 armes nucléaires.
Les frappes ont peut-être détruit une partie de ce stock. Peut-être. Selon l'AIEA, environ 200 kg seraient encore stockés dans des tunnels près d'Isfahan. Des quantités similaires seraient à Natanz. Le reste, inconnu. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement américain, a déclaré en mars 2026 devant le Congrès avoir haute confiance dans la localisation de ces stocks. Mais haute confiance, en langage diplomatique, ça veut dire on pense savoir. On n'est pas certain. Alors pourquoi l'Iran ne veut-il pas simplement envoyer cet uranium à l'étranger, comme les États-Unis le demandent? On va y revenir dans 2 minutes. La réponse va vous surprendre, parce que derrière cette question technique, il y a une question de souveraineté. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à négocier. Les États-Unis demandent 20 ans, l'Iran propose 5 ans. Ce chiffre cache quelque chose que les médias ne creusent jamais. Revenons aux négociations en cours à Doha. L'accord discuté se déroule en 2 temps. Premier temps, un protocole d'accord immédiat. L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Les États-Unis lèvent le blocus. Le cessez-le-feu devient permanent. Deuxième temps, dans un délai de 60 jours après la signature, les négociations nucléaires sérieuses commencent. Et c'est là que tout se complique. Washington veut une suspension de l'enrichissement pendant 20 ans. L'Iran a contre-proposé 5 ans. Les États-Unis ont refusé. Washington veut aussi que l'Iran envoie son uranium enrichi à l'étranger, probablement en Russie ou dans un pays tiers. L'Iran résiste. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la question nucléaire ne fait pas partie à ce stade du protocole d'accord en discussion. Les médias iraniens, eux, insistent. Le nucléaire sera négocié après la fin de la guerre, pas dedans. Fait contre-intuitif, ce que l'Iran refuse de céder, c'est son droit à enrichir. Même symboliquement, même à des niveaux bas, pour Téhéran, ce n'est pas une question de bombe. C'est une question d'identité nationale. Le programme nucléaire est présenté depuis 1979 comme une victoire scientifique et souveraine face à l'Occident. Y renoncer complètement, c'est politiquement suicidaire pour n'importe quel gouvernement iranien. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, l'avait dit en mai 2025, avant même que la guerre commence. L'Iran ne cessera jamais d'enrichir l'uranium. Cette phrase est toujours valable aujourd'hui. Et il y a un troisième acteur dans cette équation, un acteur qui n'est pas à la table des négociations, mais qui tient un droit de veto de fait sur tout accord, Netanyahou. Aucun accord entre Washington et Téhéran ne peut tenir sans l'aval de Tel Aviv. Et Israël a ses propres conditions, plus strictes que celles de Trump. Le 24 mai 2026, Benjamin Netanyahou a publié un communiqué après un entretien avec Trump. Sa position, tout accord final doit éliminer entièrement la menace nucléaire et l'Iran ne possédera pas l'arme nucléaire. Il ne parle pas de suspension, il parle d'élimination. Or, selon le New York Times, Israël envisagerait de frapper les installations nucléaires iraniennes avec seulement 7 heures de préavis si les négociations échouent. Ce n'est pas une rumeur. C'est une information du New York Times citant des responsables américains. L'Arabie saoudite, de son côté, a averti l'Iran en termes encore plus directs, concluez un accord avec Trump ou subissez des frappes israéliennes. La pression régionale est totale. Mais voici ce que personne ne mentionne, Israël a tout intérêt à ce que les négociations traînent. Chaque jour sans accord est un jour où l'Iran reste affaibli, sans programme nucléaire opérationnel, sans détroit d'Ormuz, sans revenus pétroliers. Israël n'est pas pressé, contrairement à Trump qui, lui, a besoin d'un deal médiatiquement vendable. C'est là que se situe le nœud gordien réel, pas entre l'Iran et les États-Unis, mais entre ce que Trump peut accepter, ce qu'Israël tolérera et ce que l'Iran peut signer sans se déstabiliser de l'intérieur. Ce que les autres chaînes n'ont pas dit, c'est ceci. Les frappes de juin 2025 ont peut-être rendu un accord plus difficile, pas plus facile. Voilà pourquoi, avant les frappes, l'Iran avait un programme nucléaire visible, surveillé par l'AIEA, connu Measurable. On pouvait négocier dessus parce qu'on savait ce qu'on cherchait à démanteler. Après les frappes, l'AIEA n'a plus accès à rien. Les stocks d'uranium sont partiellement inconnus. Les centrifugeuses de Fordow sont peut-être intactes dans leurs bunkers de montagne. Et l'Iran a maintenant une justification supplémentaire pour refuser les inspections. Ces sites sont des zones de guerre. En voulant détruire le programme nucléaire iranien, les États-Unis et Israël ont peut-être surtout réussi à le rendre opaque.
Et un programme nucléaire opaque est, à long terme, plus dangereux qu'un programme surveillé. C'est l'analyse de plusieurs experts de non-prolifération. Pas une opinion, une réalité structurelle de la diplomatie nucléaire. Récapitulons ce qu'on sait. L'Iran possède un stock d'uranium enrichi à 60%, dont la localisation exacte reste incertaine, même après les frappes. 2. Les négociations en cours à Doha reportant la question nucléaire à plus tard. Elle n'est pas dans le protocole d'accord immédiat. Elle reviendra dans 60 jours. Plus dur. 3. L'écart entre Washington, 20 ans de suspension, et Téhéran, 5 ans, n'est pas technique. Il est politique. Et Israël durcit encore les conditions en coulisses. La vraie question, celle que vous devez garder en tête, c'est celle-ci. Un accord de paix sans règlement du nucléaire, est-ce vraiment la fin de la guerre ou juste une pause avant la suivante? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.